Dans 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue à Real Talk, l'émission où nous vous parlons du monde juridique sans langue de bois. Mon nom est Yann Martins, je serai votre hôte et l'épisode que vous regardez actuellement vous est présenté par le Comité de droit des affaires de l'UQAM en compagnie de Menel Légal SA. En parlant d'ailleurs de Menel Légal, je ne suis pas seul ce soir pour réaliser cet épisode car je suis en compagnie de la magnifique, talentueuse et inspirante Rita Menel. Bonjour Menel. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Merci d'être présente aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Très bien. Tout va bien pour vous? C'est excellent. Je vous propose donc que l'on démarre. Donc, pour ceux qui n'ont pas remarqué, nous ne sommes pas actuellement dans le bureau de l'AED-UQAM, mais bien au bureau de Menel Légal SA sur la rue Robert Bourassa. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le portrait de la vie de Maître Menel, voir un peu son parcours de sa genèse à sa pratique d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a mené son chemin de vie et comment est-ce qu'elle en est arrivée à la pratique qu'elle fait aujourd'hui. Et pour ce faire, je vous propose de commencer par quelque chose de simple. Ça peut paraître simple, des fois c'est plus compliqué pour certaines personnes. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Dites-nous un peu qui vous êtes. Oui, donc je suis ingénieure à la base. J'ai un bac en génie. J'ai fait mes études à McGill en génie, puis après en droit. J'ai travaillé à l'étranger. J'ai travaillé aussi à Montréal. J'ai commencé en grand cabinet. J'ai commencé à Fasken-Martineau. Je parle plusieurs langues. Donc, je parle 5 langues. Wow, ok, wow. Donc, Oui. anglais, français, arabe, hébreu et puis l'espagnol. Excellent. Est-ce que vous considérez que c'est un atout dans votre pratique, en général, de parler plusieurs langues? Dans la pratique, oui, c'est bon. C'est sûr, c'est plus en français puis en anglais qu'on est appelé à parler en général en droit, dans le domaine du droit. Mais moi, je pense que chaque langue additionnelle qu'on parle, ça nous aide dans la vie de tous les jours. Puis ça nous aide aussi dans le travail. Tu sais, des fois, on comprend ce que la partie adverse dit, par exemple, où il y a vraiment beaucoup ou même le client, des fois, des clients parlent une langue qu'on peut parler avec lui, ça rassure le client. Donc, c'est sûr que chaque langue supplémentaire qu'on parle, c'est un atout. Ok. Et est-ce que c'est le fait d'avoir ce background avec différentes cultures qui vous a mené à proposer une pratique, parce que j'ai pu voir sur votre site que vous offrez une pratique multiculturelle, vous vous déclarez comme étant une femme qui offre une pratique qui s'adresse à plusieurs peuples Oui. différents. Est-ce que c'est ce background qui vous a amené à proposer ce type de pratique ou est-ce que c'est le milieu juridique que vous pensiez qu'il manquait, cet élément-là de multiculturalisme? Je pense les deux. Les deux, c'est sûr de où je viens, mais oui, il manque. Je trouve qu'il y a un manque. C'est très. Là, disons beaucoup moins, mais dans le temps, c'est ça. C'était moins multiculturel, moins oui. Aujourd'hui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus, par exemple, de femmes en droit. C'est plus ouvert aux femmes que c'était dans le temps. Mais Et on reviendra justement à cet élément d'évolution du droit à travers le temps, mais je trouve que vous avez pointé un point qui est très intéressant. Vous avez parlé du fait que vous ne veniez pas d'ici. Donc, de ce que je comprends, vous n'avez pas toujours vécu. non, moi, je viens d'ici, mais je veux dire, mes origines sont pas d'ici. Mais je suis née à Montréal. Ouais, je suis canadienne, québécoise, montréalaise, de naissance, depuis le début, oui. Depuis le début, waouh. Et vos origines, est-ce que vous êtes à l'aise de nous dire par où elles... Oui, mes parents, on est arabes chrétiens, ils viennent de la Palestine. Ils sont nés avant, ben, longtemps, puis ils ont emménagé à Montréal. Ça fait vraiment beaucoup d'années, plusieurs années, plus que 40 ans, 45 ans, 50 ans, beaucoup, plusieurs années. Donc, eux aussi sont canadiens. C'est excellent. Et est-ce que vous pensez que justement ce background un peu multiculturel de venir d'ailleurs, d'étudier quand même ici et d'être né ici, mais est-ce que vous pensez que ça a quand même affecté votre parcours et ça a eu une incidence dans comment est-ce que vous voyez votre pratique et comment est-ce que vous procédez aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Euh, ben c'est sûr que oui, je pense. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus, je dirais, d'acceptation des différences, acceptation des autres, des gens qui sont différents de nous. Quand on vit ou quand on vient de quelque chose qui est vraiment monotone, que on voit pas de personnes différentes ou de cultures différentes, on a une différente façon de voir les choses. Donc moi, c'est sûr que j'ai grandi avec beaucoup de différentes cultures,
J'avais des amis de partout, des Italiens, de partout, partout vraiment. Des Indiens, Indes, Italiens. Donc ça a fait former la personne que je suis aujourd'hui. Puis l'ouverture aux différences à la fin de la journée, c'est important. Pensez-vous que ça fait de vous une meilleure juriste, justement? C'est-tu quelque chose qui participe à cette richesse culturelle? Est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui a plus de facilité, par exemple, à créer des liens avec les clients? Oui, je trouve que oui, ça l'aide beaucoup pour créer des liens avec les clients, même avec la partie adverse. On essaie de régler beaucoup de dossiers. Donc, on règle beaucoup de dossiers, en fin de compte. Pas on essaie, on règle beaucoup de dossiers parce que des fois, c'est mieux pour le client de régler un dossier que de se battre jusqu'à la fin, même si on va gagner à la fin. Donc, le fait de savoir comment les gens de différentes cultures pensent, comment qu'ils sont, ça l'aide beaucoup à pouvoir leur parler, à pouvoir les atteindre, à pouvoir négocier. Donc, oui. Donc oui, ok, excellent. Et justement maintenant, donc on sait un peu d'où vous venez, on a un petit sommaire, mais ce qui fait de vous aujourd'hui l'avocate que vous êtes aussi, c'est votre parcours académique. Et donc, est-ce que vous pouvez nous walk through ce voyage que vous avez suivi? Donc on parle de primaire, secondaire, cégep. Dites-nous un peu plus, décrivez-nous comment ça a été, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, je suis allée à l'école primaire et secondaire en français, l'école publique. J'étais au programme PEI au secondaire, donc c'est Programme d'éducation internationale. C'est un programme pour les élèves, j'imagine, un peu plus avancés. Donc, j'ai fait ça. Et puis après, je suis allée à John Abbott en anglais. J'ai grandi dans l'ouest de l'île, à Dollard-des-Ormeaux. Donc, c'est quand même une communauté très anglophone. Ouais. Donc, quand j'ai grandi, j'avais beaucoup d'amis anglophones. Donc, j'ai appris à parler très bien l'anglais. Mais c'est sûr que parler l'anglais comme langue seconde, puis aller au cégep en anglais, c'était pas la même chose. Donc, il y avait un petit peu de rattrapement à faire. Mais c'est ça, j'ai fait le cégep en anglais, puis j'ai fait McGill, donc en anglais encore une fois. Et puis j'ai fait McGill, j'ai commencé en génie mécanique. Puis j'ai gradué en génie civil. J'ai fait, disons, moitié-moitié les deux programmes. J'étais très intéressée, j'étais très bonne en maths, mathématiques, physique. J'aimais beaucoup ça. Bravo. C'est quelque chose que je respecte énormément parce que c'est pas le cas pour moi du tout. Et en général, c'est un peu plus rare en droit. C'est des gens qui ont plus d'affinités textuelles, par exemple. Mais waouh, ok, quel parcours. Et justement, qu'est-ce qui a causé ce changement en plein milieu mécanique, civil? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Je regardais c'est quoi les possibilités de travail dans le futur. Parce que je regardais génie mécanique, oui, c'est super, c'est excellent, mais tu peux travailler sur un petit morceau d'un avion, comme un tout petit morceau pour des années. Tandis que j'avais plus de projets plus gros. C'est ça, je voulais faire des plus gros projets, quelque chose de plus grande envergure. Donc, je me suis dit, génie civil, je vais pouvoir faire des projets tu sais, des gros projets oui, en immobilier, oui, de plus grande envergure. Ok, parfait. Et avez-vous pratiqué dans ce domaine une fois que vous avez gradué? Non, pratiquer, non. J'ai fait de la recherche pour le doyen de la faculté de McGill en génie civil. Donc, j'ai fait de la recherche pour lui pour l'été. Puis finalement, je suis entrée en droit à McGill tout de suite après, donc en septembre. Oh wow, ok, ok, donc ça a été un parcours, vous avez sauté assez rapidement, c'est vraiment impressionnant. Et justement, pourquoi le droit par la suite? Parce que certes, j'imagine que les gens à la maison ont peut-être la même vision que moi, mais il me semble que c'est quand même deux domaines qui sont diamétralement opposés dans mon esprit à moi personnellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait le lien entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Ils sont pas opposés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Je trouve qu'en droit, on peut apprendre du génie que nous, on applique dans la pratique de droit, comme la résolution de problèmes, par exemple. En génie, qu'est-ce qu'on fait? On résout des problèmes à longueur de journée. C'est ça. Des problèmes mathématiques, mais c'est quand même, l'idée, c'est la résolution de problèmes. Euh, c'est ça que j'applique à la pratique de droit. Puis c'est aussi le thinking outside the box. Tu sais, en génie, ça développe beaucoup l'intellect. Donc, les ingénieurs, ils sont très, je dirais, généralement, sont très forts intellectuellement. Donc, moi, c'est ça que j'ai aimé vraiment en génie. C'est de pouvoir pousser, tu pousses ton cerveau. Vraiment, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment travailler. Donc, ça pousse ta capacité intellectuelle. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est ça, des mathématiques, physique, tout ça.
Oui, effectivement, c'est de la grande résolution de problèmes et c'est des problèmes souvent d'envergure. Ben, quand on parle de mathématiques, ça va toujours très très loin en général, surtout lorsqu'on arrive au niveau universitaire. Est-ce que vous trouvez que en droit, c'est un peu la même chose lorsque vous appliquez le droit aux faits? On cherche différentes variables, on essaie de trouver des inconnus. Oui, un peu. Un peu. C'est sûr que ça l'aide d'avoir un background comme ça parce que ça l'aide à faire le travail de tous les jours, je trouve, en droit. Pourquoi j'ai passé pour venir avocat, pourquoi j'ai changé? Mais j'ai pas changé. J'ai toujours voulu être avocate depuis tout jeune âge. J'avais un cousin qui était avocat, puis j'ai toujours trouvé tu sais, qu'il paraissait bien, qu'il se tenait bien, qu'il paraissait d'avoir une bonne profession. Ça m'a toujours attirée. Sa façon de parler, il parlait très bien, il était éloquent. Donc, j'ai toujours voulu ça, mais quand aux études, j'étais vraiment, la mathématique physique, c'était vraiment la voie pour moi. Donc, je me suis dit, je veux faire mon bac en premier en génie, puis je vais voir après si je veux toujours faire le droit, mais je vais faire le droit. Ok. Et justement, par rapport à je sais qu'il y a des universités comme par exemple McGill qui, c'est pas un requis, mais ils préconisent, ils aiment que leurs étudiants aient un background avant d'entrer en droit. Oui, Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est important, voire même nécessaire, ou est-ce que vous pensez que des juristes qui passent du cégep directement à l'université peuvent également rattraper ce retard ou acquérir cette richesse plus tard au sein de leur pratique? Personnellement, moi, j'ai fait ce choix parce que, comme j'ai dit, j'étais bonne en mathématiques physiques. Et puis aussi, j'étais pas sûre de vouloir rester à Montréal. J'étais pas sûre où mon futur allait m'amener. Je savais pas. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup d'universités aux États-Unis, il y a beaucoup d'États aux États-Unis qui requièrent le bac en premier. Donc, il faut faire le bac en premier avant d'accéder au droit. Donc, je me suis dit, juste au cas où, je sais pas où est-ce que je veux être, c'est bon tout de suite de faire un bac. Est-ce que c'est nécessaire pour un avocat de faire un bac avant d'entrer en droit? Je trouve que c'est préférable. Je trouve que c'est mieux. Peut-être pas un bac, mais c'est mieux d'avoir une expérience de vie. Le droit, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Puis il y a beaucoup de pouvoir, je trouve, qui vient avec le droit. Quand tu as les connaissances requises, tu peux vraiment aider les gens. Tu as beaucoup de pouvoir en tant que juriste. Quand tu commences jeune, tu as moins d'expérience de vie. Puis tu as moins d'expérience aussi euh, de professionnel. Donc ça peut être plus difficile de comment dire, ça peut être plus difficile de se trouver un chemin dans le droit. Quand on est plus jeune, ça va prendre plus. On peut commencer plus jeune, mais on va arriver en même temps, moi je pense quelques années plus tard, que celui qui fait un bac au début. Donc, à la fin de la journée, on peut choisir le chemin qu'on veut. Euh, ouais, c'est ça. C'est juste qu'on rentre avec un bagage qui est supplémentaire. Et vous avez, Oui. en soi, je trouve que vous avez raison parce qu'on voit clairement au bac la différence entre des gens qui ont cette richesse un peu académique avant. Souvent, ils se débrouillent mieux en droit, ils naviguent mieux, ils font des liens rapidement et ils arrivent, ben, lorsqu'on met à part égale sur le marché des stages ou qui commencent leur vie professionnelle, ils ont en général une longueur d'avance. Ce qui est rattrapé plus tard, c'est vrai, mais c'est toujours, j'ai l'impression que c'est quand même préférable de l'avoir juste avant. Donc, je comprends votre point de vue, je comprends d'où vous venez, même si moi, j'ai suivi le parcours plus linéaire. Je Oui, vous comprends avez un peu. commencé Je suis en rentré droit. après le cégep, c'est ça. Donc, mais je comprends parce que je le vois clairement. Il y a des gens qui ont plus d'expérience, ça se voit tout de suite. Donc, je comprends un peu cette façon de penser et c'en est une qui est très bonne. Mais justement, donc après, vous êtes entré en droit. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment a été votre expérience à McGill? Quels sont les éléments qui vous ont marqué? À McGill, c'est différent. Je connais pas les autres programmes, mais à McGill, moi, je trouvais, c'est difficile parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on veut. On sait pas qu'est-ce que le prof, qu'est-ce qu'il veut de toi. Tu sais, comme il n'y a pas de réponse à la question. Donc, moi, j'étais habituée de venir d'un côté du génie. Tu sais, le génie, tu résous un problème, tu as une réponse. 98, 351 et point. Tu sais, as toujours une réponse aux questions. Tandis qu'à McGill en droit, tu écris. Donc, t'as pas de réponse fixe pour savoir, OK, si j'ai cette réponse-là, je vais avoir un A. Donc, même si tu as un parfait exposé, tu écris quelque chose de excellent, le prof, pour lui, il pense que c'est un B+, ben, il va mettre B+. Donc, ça que j'ai un peu moins aimé au début, c'est que je savais pas quelles sont les exigences pour pouvoir satisfaire aux exigences. Ouais, ouais. C'est très intéressant, justement. J'ai eu l'opportunité de côtoyer plusieurs autres universités au travers de ma fonction de président. Et je peux vous dire que, effectivement, à McGill, le bac est vu comme quelque chose de plus philosophique. Oui. Dans le sens où, c'est ça, on étudie, c'est une étude du droit, c'est pas un apprentissage du droit. C'est ce que j'aime, c'est la dichotomie que j'aime souvent faire. Donc,
À McGill, on a cet aspect un peu plus philosophique de la chose où on écrit des exposés et on expose notre syllogisme au jugement du professeur. Alors que par exemple à l'UQAM, souvent il y a une réponse. On te pose une situation, tu appliques l'article et tu nous expliques comment ça fonctionne. Donc c'est ça, c'est la différence qu'il y a. Mais justement, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été confronté à cet aspect qui est différent du génie, donc le fait qu'il n'y ait plus de réponse, ça vous a permis de développer d'autres compétences? Ou est-ce que vous pensez que vous auriez préféré garder cette ligne de réponse un peu plus linéaire qu'on trouve dans les autres programmes? Mais moi, je pense dans la vie, tout le temps, quand tu fais quelque chose que tu es pas confortable, tu fais juste, tu t'améliores en tant que personne. Donc, to get out of your comfort zone, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Tu sais, si tu fais quelque chose puis tu trouves que c'est difficile, que tu n'es pas confortable dans ce que tu fais, c'est que c'est bon ce que tu fais. Continue dans ce que tu fais. Parce que si tu restes tout le temps dans ton comfort zone, tu vas jamais grandir en tant que personne. Tu vas jamais apprendre les choses. Tu vas toujours, si tu sais ce que tu fais puis tu le fais, ben ok, good. You know, c'est quoi la prochaine étape? Donc, c'est sûr, pour moi, c'était vraiment difficile. Au début, je courais, tu sais, comme je courais, je savais pas quoi faire. J'étais comme, Oui, OK, qu'est-ce qui... Mais j'ai quand même bien, j'ai bien fait, mais j'étais habituée à avoir des A tout le temps. oui. Donc, d'avoir des A tout le temps, puis là, j'ai des B+, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Mhm, Puis je c'est savais vrai. pas qu'est-ce qu'ils voulaient pour que j'aille le A. Je suis comme, OK, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Mais oui, ça m'a permis de développer d'autres qualités, d'autres compétences, de voir d'autres options. Tu regardes, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les options? Qu'est-ce que je peux changer? Donc, moi, je pense que c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la vie, on fait quelque chose de nouveau. Oui, c'est difficile, mais c'est bon. On se Tout ce qui est difficile, c'est bon. C'est une leçon très importante et c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais justement, je trouve que vraiment le bac, justement, je trouve que l'université, c'est l'opportunité de se mettre dans le mal un peu, d'expérimenter de nouvelles choses, de faire des choses que on n'a jamais faites auparavant et ça fait de nous, j'ai l'impression par la suite, des gens qui sont meilleurs. Parce que quand on devient un peu, comme certains disent, un rat de bibliothèque et qu'on reste dans le code civil, dans l'application du droit et on ne réfléchit pas à autre chose, je trouve qu'au final, on ne cède pas parce que par exemple, on le voit dans les compétitions, lorsque certains étudiants arrivent, ils sont totalement désarçonnés parce qu'on leur présente un vrai cas qui a différentes variables et qui amène à pousser la réflexion plus loin et ils ont un peu plus de difficultés. C'est pour ça que je trouve que l'approche de McGill est bonne, est importante et qu'on devrait la spread un peu plus. Mais aussi, je trouve qu'on devrait faire un healthy mix entre les deux. Parce que je ne me verrais pas, moi, par exemple, ne pas avoir de réponse à une question. C'est difficile pour moi aussi. Mais c'est ça, je trouve qu'un healthy mix des deux, c'est toujours bon. Et j'aime ça quand il y a des professeurs qui nous amènent à aller un petit peu plus loin. Donc, très bien. Donc, c'était ça votre parcours universitaire. Vous avez fait le droit, donc vous avez été à McGill. Ça, c'était ça. Et justement, une question un peu plus fun. Parce que là, on est un peu plus, on était un peu plus sérieux. Une question un peu plus fun pour vous. Lors de votre étude en droit, quelle a été votre jurisprudence que vous avez préférée le plus? Parce qu'on a tous un coup de cœur à l'université, on a tous cette juriste qui nous est restée un peu en tête. Vous, c'était quoi les jurisprudences qui vous ont le plus marqué? Moi, c'est les juristes que je me rappelle encore, c'est Soussis et Hull. C'est des juristes de la Cour suprême du Canada. C'est des juristes qui parlent de bonne foi dans les relations contractuelles. Donc, c'est de la bonne foi dans toutes les étapes. Donc, ces juristes, ils ont implanté la notion de bonne foi qui était en common law au Québec. Donc, puis moi, je trouve que c'est super important parce on le voit tout le temps. Tu sais, dans un contrat, il y a tellement, c'est pas tout le temps écrit, tout n'est pas tout le temps écrit. Puis même quand c'est écrit, quand tu suis qu'est-ce qui est écrit, des fois, c'est quand même pas de la bonne foi. C'est ce qui est le deuxième cas, je pense que c'est Hull qui a dit ça. OK? Ils ont suivi la lettre, le contrat à la lettre, mais c'est quand même considéré abusif. Donc, c'est la théorie, je pense que c'était avec cet arrêt qui est sorti la théorie de l'abus de droit. Ok, d'accord. Donc, par exemple, nous, on fait beaucoup de baux commerciaux ici. Dans les baux commerciaux, les propriétaires d'immeubles, ils ont tous les droits. Tu sais, si tu payes un jour en retard ton loyer, ben, ils peuvent changer les serrures, te sortir Oh dehors, mon Dieu, tout ok. prendre tes équipements. Tu sais, ils ont les droits ultimes. Les propriétaires, ils se protègent en général. Les baux commerciaux sont très, très one-sided, je dirais. Mais dans la vraie vie, quand il y a un défaut, est-ce que ça arrive? Est-ce que les propriétaires prennent ces actions-là? Non. En général, non. Parce que de le faire, ça serait De mauvaise foi. d'abuser de droit, oui. Oui, ça serait de mauvaise foi. Parce que même si tu as le droit de faire quelque chose, il faut regarder la situation, puis le faire, exercer ton droit de bonne foi. Donc, si tu as un locataire qui te paie un jour en retard, est-ce que ça te donne, est-ce que, oui, c'est écrit dans ton bail que tu as le droit, mais est-ce que tu as vraiment, est-ce que c'est correct de faire changer les serrures, prendre ton équipement, résilier son bail? Non.
Et est-ce que c'est même en ton avantage pour garder une bonne relation avec le client et peut-être les futurs clients parce que Oui. the word spread, les gens vont se le Oui. dire et puis au final, ça va pas aider la situation. Donc, vous pensez que c'est vraiment un principe qui était important dans cet arrêt-là? Est-ce que vous vous rappeliez un peu plus des faits pour nous relater un petit peu, pour nous situer? Des faits, oui, je pense que mais les deux, avec des banques. C'est D'accord. avec des banques. Je pense que le premier, c'était une garantie. Il y avait une garantie et je crois les cautions n'étaient pas informées de la garantie. Puis il y avait un droit de révoquer la garantie. Et la banque n'a pas informé, si je me rappelle bien, les cautions du droit de révoquer les garanties, mais ils ont quand même appliqué Ok. le cautionnement après. Je crois qu'il y avait la personne, le débiteur principal, je crois qu'il était décédé. Ils n'ont pas informé qu'ils doivent suivre cette garantie, puis ils ont juste appliqué contre ces gens-là. Puis la Cour, elle a dit non, on ne peut pas faire ça. Il faut être de bonne foi. Puis le deuxième arrêt, l'arrêt Hull, c'était aussi avec une banque, je crois. Et puis c'était quoi donc? C'était d'intégrer, c'est ça, c'est d'intégrer la nation de bonne foi, même si on suit le contrat. Donc c'était, je crois que la banque avait le droit de faire quelque chose dans le contrat, que c'était écrit. Ils ont suivi à la lettre qu'est-ce que le contrat disait, mais à cause ils l'ont fait, ils ont précipité, je crois qu'ils étaient en vente d'entreprise, puis la banque, elle a recall le prêt. Ils avaient le droit de le faire, mais le timing qu'ils l'avaient fait, puis la façon qu'ils l'avaient fait, c'était pas de bonne foi. Ça leur a causé beaucoup de préjudice à, aux débiteurs. Donc, c'est là, je pense, qu'ils ont rentré la théorie de l'abus de droit. Que même si on suit le contrat à la lettre, il faut quand même le faire de façon de bonne foi. Donc, en gros, il y avait une trilogie il y a une troisième aussi affaire. Il y a une trilogie de trois affaires. C'était Soucis, Hull, et puis la troisième, j'oublie le nom, qu'ils ont rentré la notion de bonne foi dans la relation contractuelle à toutes les étapes. Donc, pré-contrat, durant contrat, après contrat, il faut toujours être de bonne foi. Ok. Parfait, c'est très intéressant justement ces relations de débiteurs pour créanciers parfois sont un peu floues et le fait qu'elles soient balisées par la bonne foi, ça aide à avoir une défense même dans des contrats très Oui. one-sided comme vous avez dit, ça aide énormément et justement quand on parlait de trilogie, ça me fait rire, ça me fait penser à des films, mais les cas de la Cour suprême c'est toujours un peu comme ça, ils sont Ouais. tellement d'importance qu'au final c'est presque divertissant d'assister à comment ça se développe et aussi justement lorsqu'on parle de votre temps qui a été passé à McGill, quels ont été les cours, ben, genre quel a été le cours que vous avez le plus aimé et que vous avez vraiment, vous vous dites aujourd'hui, genre peut-être que vous le reprendriez si vous pouviez. Quel cours j'ai le plus aimé? Ouf, ça date de longtemps. Euh, mais tous mes cours étaient intéressants. En général, les cours c'était intéressant. Ce que je me rappelle le plus maintenant, mais c'est un de mes premiers cours, mais c'était Foundations of Law. Ok. C'était le professeur, c'était David Lametti. Il est maintenant euh, comment on dit, du Canada, c'est le procureur général, je crois, du Oh, Canada. wow. Ok, wow. Oui, David Lametti. Donc, c'est lui qui enseignait Foundations of Law. Puis c'est ça, ça te fait penser de où ça vient le droit. Le droit, il vient de où? Ça vient de quel? C'est de philosophe, de façon, côté philosophique. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Ok, parfait. J'ai beaucoup aimé la philosophie. J'ai appris des cours de philosophie, je pense, dans mon bac en génie. J'avais beaucoup aimé ça. Vos cours libres, oui. La philosophie du droit, Ouais. c'est très intéressant en général et ça permet justement de voir ce syllogisme qui a amené aux lois qu'on applique aujourd'hui. Souvent, elles viennent de beaucoup plus loin qu'on pourrait Oui. s'imaginer. Donc, c'est toujours intéressant d'étudier ça un peu, de voir d'où ça vient. Donc, voilà, ok. Donc, maintenant, si on ferme la case universitaire, donc McGill, est-ce que vous aviez fait autre chose après le droit à McGill? Mais je vois que vous aviez un grand intérêt académique. Même dans mes recherches, j'ai pas eu l'opportunité de voir tout ça. Je Oui. me disais, vous avez vraiment beaucoup exploré. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux étudiants de faire en général? Ou est-ce que vous dites que, bon, au final, vous auriez préféré prendre un chemin plus direct? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux gens de prendre leur temps d'explorer et d'essayer d'avoir plusieurs cordes à leur arc avant d'entrer en pratique? Est-ce que ça vous aide En aujourd'hui? droit, vous voulez dire? Oui, ben, pas seulement en droit, mais justement, vous avez étudié le droit, c'est vrai, mais vous avez d'autres cordes à votre arc. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui vous a enrichi Moi,
c'est sûr, ça m'a enrichi. Moi, c'est sûr, ça m'a enrichi. C'est sûr, ça m'a enrichi. Je peux voir plusieurs choses et comprendre plusieurs choses. Des fois, je fais des dossiers de litige, puis il y a quelque chose que je peux comprendre. Tandis que je peux comprendre en finance un petit peu, je peux comprendre un peu les financial statements, je peux comprendre un peu, tu sais, un petit peu un peu de tout. Ça l'aide oui, dans le travail, ça l'aide, c'est sûr. Mais c'est pas absolument nécessaire, non. C'est pas absolument. On peut rentrer en droit et juste faire du droit. Ok, parfait. C'est ça, vous avez exactement répondu à ma question. Donc, c'est parfait là-dessus. On avance bien. J'aime beaucoup ça. On voit un peu ce qui s'est passé au sein de votre vie. La prochaine étape, j'imagine, c'était le barreau par la suite. Oui, oui, non, avant le barreau, je travaillais à l'étranger. Ok, d'accord. Oui, parlez-nous un peu de ça. Où est-ce que vous êtes allé? Je suis allée, j'ai fait un échange en Israël. Ok. Il me restait quelques cours, je ne me rappelle pas combien de crédits, peut-être 9 crédits. Donc j'ai fait un échange en Israël. Puis j'ai fait deux choses en Israël. J'ai fait un échange à l'université Bar-Ilan. J'avais fait, je pense, trois ou quatre cours là-bas. C'était avec l'université de Californie. C'est comme un échange établi. C'était vraiment le fun. Ok. Il restait trois cours, je crois, j'ai fait à Paris-Land et puis j'ai fait comme un séminaire, pas un séminaire, c'est plus comme c'était le centre, je crois, je pourrais regarder mes notes, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais je pense que c'est le centre arabe israélien ou quelque chose comme ça qui aidait comme à ramener les peuples ensemble, on peut dire, ou aider c'est ça. C'était un centre que j'ai travaillé avec le président du centre pour, sur des questions légales pour essayer d'aider les communautés à se La rejoindre. réconciliation, en quelque sorte. Pas à ce niveau Pas à aussi ce grand, niveau, mais oui, oui, quelque chose du genre. C'était quelque ça chose. l'idée. C'était ça l'idée. Oui. Et cette épopée a duré combien de temps à peu près après votre Ça, c'était pendant l'été. J'ai fait les deux pendant l'été. J'ai fait et les cours à Barilan et c'est comme un stage, I guess. On dirait que j'avais des crédits pour, avec le président du centre. Et puis, c'était vraiment intéressant. C'était du côté. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils regardaient le côté financier du problème et non le côté culturel. Ok. Donc, ils aidaient les gens qui étaient plus pauvres, dans des communautés, disons, plus avec moins de moyens financiers. Ils les aidaient à commencer des entreprises. Donc, ils aidaient à donner de l'argent. Ils avaient des bourses, puis pas des bourses, comme des fonds de tout partout pour pouvoir aider les gens qui sont plus démunis à aller en entreprise et pouvoir s'autosuffire. Donc, ils regardaient le problème, on va dire, euh, pas du côté Culturel. culturel, mais plus du côté financier. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé dans notre monde aujourd'hui. Donner du pouvoir financier aux communautés, c'est une très très bonne manière d'uplift leur culture et de leur donner l'opportunité justement de se représenter comme ils souhaitent. Je trouve que c'est vraiment un pouvoir qu'on sous-estime de nos jours. On se divise culturellement, on voit ce qui nous diffère, mais au final, souvent on a tous un point commun, c'est l'argent aussi. Ça fait partie de notre monde, ça fait partie de comment est-ce qu'on s'exprime. Donc c'est une très très belle approche. Est-ce que c'est quelque chose que vous m'avez dit que c'est quelque chose que vous avez apprécié? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu à vous? Est-ce que vous êtes allé chercher cette expérience? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé chercher? Ok. Par quel mécanisme? Je pense que j'avais fait des recherches en ligne. Je voulais ou faire ça ou faire un stage, je crois, à la Cour suprême d'Israël. Je voulais faire ça ou ça. Puis finalement, je pense que le président du centre m'avait contacté en premier ou quelque chose. Ok. Ouais. Wow. Ok. Donc finalement, vous êtes allé là-bas, vous avez fait ça, Ouais. et finalement, vous êtes revenu à Montréal pour finir Non, je votre suis bac. restée. Vous êtes resté? Ok, ok. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Ouais, c'est ça, j'ai travaillé là-bas. Quand j'étais là-bas, on a fait le tour des plus grands cabinets, du plus grand cabinet en Israël. On a fait une tour de Tel Aviv avec ma classe à Bar-Ilan. Et puis, on a arrêté au meilleur cabinet, le plus grand cabinet en Israël, qui est à Tel Aviv, qui s'appelle Herzog Fox Neeman. Ok. Herzog, c'est le président. Fox, c'est les trois partenaires qui forment le cabinet. D'accord. Et puis, quand je suis allée là-bas, j'ai rencontré des avocats, puis on a jasé, puis ils m'ont proposé de faire une entrevue pour un poste à leur bureau. Ok. Donc, j'ai fait l'entrevue, ça s'est bien passé, ils m'ont offert un poste, donc j'ai décidé de rester. Donc, j'ai Wow. resté pour presque 2 ans. 2 ans, waouh, ok, c'est vraiment quelque chose. Je suis vraiment étonné parce que je suis arrivé dans cette entrevue avec une idée en tête de votre parcours, un peu, de ce que vous aviez réussi à accomplir, mais je me doutais pas qu'il y avait des gaps où vous avez fait ce genre d'aventure. C'est vraiment extraordinaire. Et
Est-ce que, comment est-ce que ça vous a, est-ce que ça vous trouvez que ça vous a ouvert l'esprit un peu? Ça fait partie de cette richesse culturelle dont on parlait au début. Comment est-ce que ça a transparu dans votre vision de la pratique lorsque vous êtes revenu au Canada? Comment ça a transparu? Ben, ça l'a ouvert les yeux sur une culture différente, sur un monde différent. Moi, je trouve la langue, c'est super important. Comme moi, quand je suis allée là-bas, quand j'ai eu le poste au cabinet, j'ai appris l'hébreu. Donc, j'ai fait des cours en même temps, en parallèle, pour apprendre l'hébreu. Donc, j'ai appris l'hébreu. Puis, en apprenant la langue, on apprend beaucoup sur la culture. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions utilisées ou de mots. Je trouve que c'est vraiment une richesse, la langue. En général, apprendre une langue, c'est Oui, bien vraiment sûr. une richesse. Donc, je me rappelle, une fois que j'ai commencé à plus comprendre qu'est-ce qui se passait, j'étais plus confortable, on va dire. Là-bas. Mhm. C'est vraiment, ben oui, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a d'ailleurs un philosophe qui nous disait que la première entrée vers une autre culture, c'était la langue. Oui, C'est genre, donc oui, j'ai moi, oublié 100%, je suis totalement. 100% Mais c'est d'accord avec ça. très, très, très important et c'est vrai. Parce qu'apprendre une langue, ça vient avec le bagage culturel qui vient avec. Oui, Les intonations ont un sens, les mots ont un sens et oui. ont comment je veux dire, un bagage culturel également. Donc, oui, oui, c'est très, très important et je suis très d'accord là-dessus. Donc, OK, vous êtes resté pendant 2 ans, donc à peu près. Et Oui. par la suite, que s'est-il passé? C'est ça, mais là-bas, j'ai fait mes examens du barreau, D'accord. mais j'ai appris l'hébreu, puis j'ai fait mes examens du barreau là-bas Pour pratiquer. pour pouvoir pratiquer, c'est ça. Donc, ouais, ça c'était plus difficile. Mais c'est ça, j'ai réussi à le faire. Puis après, moi, j'avais fait la course au stage. Donc, j'avais mon stage à Fasken ici. Oh, Je l'ai repoussé mhm. quelques fois parce que j'étais là-bas. J'avais tu sais, c'était une super belle expérience. Donc, j'ai repoussé mon stage quelques fois pour pouvoir rester plus longtemps. Puis là, finalement, je suis revenue, puis j'ai fait mon stage à Fasken. D'accord, ok. Et justement, faisons une petite pause sur ce stage, c'est très important, car ben, comme vous savez déjà, je représente le comité de droit des affaires de l'UQAM, et donc un des éléments qui est central dans notre campagne chaque année, c'est de promouvoir la course au stage et de permettre aux étudiants d'avoir accès à la course au stage. Donc si on parle de la course au stage, de ce que je comprends, vous avez été chez Fasken, c'est un de nos partenaires cette année également, et je voulais savoir, qu'est-ce qui selon vous vous a démarqué dans ce processus? Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence entre vous et les autres candidats? Ah, je sais pas. C'est difficile à C'est dire. difficile C'est à plus dire, les gens n'est-ce qui pas? peuvent te dire que de le dire sur soi. Mais en soi, la question, si je peux la reformuler de manière à ce qu'elle soit peut-être un peu plus claire, quels sont les éléments importants? Vous m'en parliez un petit peu avant l'entrevue. Oui. Quels sont les éléments qui, selon vous, sont importants, qui sont vraiment considérés Pour dans la la course course au au stage? stage. Oui. Moi, de mémoire, puis ça fait quand même un petit peu bout, mais de mémoire, c'est vraiment, il y a comme un cut-off pour les notes. Ok. Donc, il faut avoir un certain GPA. Ok. Puis, c'est ça, il y a un cut-off. Je sais pas si c'est 3.5, je sais pas c'est quoi exactement, mais je sais que ça, c'est sûr, c'est un cut-off. Et puis, ils recherchent l'excellence scolaire. Ok. C'est partout. Tous les grands cabinets, ils recherchent des excellents étudiants. Autre que ça, certains cabinets aiment aussi, tu sais, qu'est-ce que vous faites dehors de l'école. OK, vous êtes bon à l'école, mais qu'est-ce que vous faites autre? Est-ce qu'il y a autre chose dans votre vie? Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous faites, quels sont vos loisirs? Qu'est-ce que vous faites sur le côté de De nos études. de vos études Mhm. exactement? Ouais. Mais c'est bon d'être quelqu'un qui est well-rounded. Ok, parfait. Je comprends. Donc, les études, c'est très important, l'excellence académique, c'est Oui, importante, mais également une façon de, en guillemets, enrichir son dossier et de se faire valoir un peu plus, ce oui. serait d'être well-rounded, donc d'avoir des loisirs autres. Et vous, à l'époque, ça Ou ressemblait à quoi? expérience autre. Ou expérience Oui, autre, ok. expérience autre. Et vous, à l'époque, justement, ça ressemblait à quoi au niveau des loisirs? Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, quand j'avais appliqué pour la course, j'étais en deuxième année. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais quand même fait. Mais j'avais un génie, j'étais ingénieur, donc Mhm. je pense que ça démarquait déjà. Le fait que il n'y a pas beaucoup d'avocats qui ont un background ou étudiants en droit qui ont un background en sciences ou physique ou génie. Quoi d'autre? J'avais ouvert une compagnie dans Oh, le temps, j'avais une business. Donc ça, c'était un peu différent, j'imagine, des autres. Quoi d'autre? Euh, Qu'est-ce que je faisais comme loisir dans le temps? Mais j'allais au gym. Qu'est-ce que je faisais comme sport? Je me souviens même vous plus. vous rappelez plus? Non, je faisais du yoga chaud. Ah, J'ai ok. toujours fait du yoga chaud. Ok. Hot yoga, Bikram yoga. Yes. Euh, Quoi d'autre que je faisais? Je voyageais, j'aime beaucoup voyager. Je voyageais plus avant que maintenant, malheureusement. Ouais, on est un peu plus, vous êtes un peu plus Occupée, grounded. ouais. Mais oui, voyager, ça,
Ouais, Dans la je me rappelle pas exactement qu'est-ce que j'avais dans mon Ça, CV. ça fait un Ça fait petit bout de longtemps. temps. Mais justement, à Ouais, ce niveau-là, vous avez sorti quelque chose que je trouve particulièrement ouais, intéressant. La compagnie que vous avez fondée à l'époque, c'était ouais. sur quoi? Quel était le secteur C'était d'activité? high-tech. C'était du Ok, high-tech. Ah, mais attends, tu sais quoi, je me rappelle, j'étais à McGill. ok, J'étais dans le SSMU. J'étais j'étais la personne responsable avec moi et mon ami. On était les deux dans les mini-courses. Il y avait comme SSMU mini-courses. c'est quoi la SSMU? C'est des SSMU, c'est Student Society of McGill University. Ok, Donc, c'est l'étudiant, l'association d'étudiants de l'Université de McGill. ok, Puis moi, puis mon ami, on était comme les responsables des mini-courses. Mini-courses, c'était des cours qui étaient offerts comme danse, salsa, ok, euh, d'accord. français, Mhm. espagnol, plein de différents cours qu'on offrait aux étudiants. Puis c'est nous qui coordonnions le tout. Donc, on a fait ça pour une année et pendant l'été aussi. D'accord. Puis, ouais, c'est ça. Je faisais ça. Puis je faisais partie de comités, plusieurs comités quand j'étais à McGill. Même avant de rentrer en droit, j'avais déjà essayé de faire des choses reliées au droit pour voir si, OK, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça. Mhm. J'avais travaillé en immigration. Wow, ok. J'avais travaillé en immigration à Gouvernement. Pierre-Éliott Trudeau, à Ah, ok, à l'aéroport l'aéroport. de Montréal. Ok. Pendant un été, j'étais agent d'immigration Mhm. parce que c'était un peu relié, l'immigration, c'est un peu relié à droit. Donc, je voulais voir, mais c'est du droit d'immigration, C'est mais ça. c'est ça, je voulais voir si j'aimais ça, le droit. Donc, avant d'accéder au droit, j'ai fait des petites expériences de law-related. Donc, j'ai fait des trucs. Le SSMU, c'était pas law-related, mais j'avais fait un comité de constitution, je pense. Quelque chose sur la Ok. constitution, quelque chose à McGill. Puis j'avais fait aussi un autre, le UN. J'avais fait le Model UN. Oui, 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 j'avais oui, fait le le Model. Model UN. Oui, mon producteur se coupe beaucoup la tête parce qu'il l'a fait lui aussi. Ah oui, ok, ok. Oui, c'est ça. J'avais fait le Model UN. On est allé à Harvard, je pense. On est allé à Harvard. Ouais, avec mon Model UN. Intéressant. Wow. Ok. Donc, Ouais. beaucoup Oui, d'expériences c'est ça, j'avais différentes. fait plusieurs choses. Je me rappelle pas c'est quoi les autres comités, mais je me Ça rappelle, fait beaucoup de choses. j'avais des comités. Ouais, de constitution, je pense. Un comité sur la constitution. On se rencontrait toutes les 2, 3 semaines Mhm. pour voir la constitution, je pense, du SSMU ou quelque chose. Ok, Ouais. ça me rassure d'avoir quelqu'un comme vous sur le podcast qui a fait beaucoup de choses pendant les études parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils rentrent au droit, je trouve, et c'est dommage, ils se referment Ouais. sur eux-mêmes. Ouais. Ils se referment sur eux-mêmes sur le code civil, je trouve ça particulièrement dommage parce Ouais. qu'au final, quand ils arrivent à la course au stage et qu'ils arrivent en entrevue, parce que je sais pas comment c'était à l'époque, mais l'entrevue maintenant c'est vraiment une très très grosse partie du processus, Oui. ils ont rien à raconter. OK. Et c'est dommage parce qu'au final, ça fait partie de l'évaluation aussi. Et Oui, c'est c'est sûr. difficile de jongler les deux, mais je trouve que c'est important de passer ce message aux étudiants qu'ils peuvent faire d'autres choses qu'étudier. Oui. C'est même important pour leur parcours et pour leur Oui. pratique future. C'est important, je trouve, de branch out, de faire plusieurs choses. Et je suis content que vous donniez cet exemple aujourd'hui et que vous montrez que peu importe ce qu'on fait à côté, on peut quand même avoir une excellence académique, on peut quand même avoir un parcours inspirant et au final, on peut devenir la juriste qu'on veut être. Donc, merci pour ça. Et justement, là, on s'en vient à votre stage. Donc, on a parlé de OK. course au stage, on s'en vient au stage. Oui. Comment a été votre expérience? Parce que maintenant, vous êtes en pratique vous êtes en pratique qui vous appartient, mais vous Oui. avez été également en grand bureau. Comment a été votre expérience et est-ce que c'est quelque chose que vous referiez? Ou est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de commencer en grand cabinet? Moi, je trouve que c'est une super belle expérience. Donc, c'est pas facile parce il faut travailler fort, tu sais, il faut faire beaucoup d'heures, mais l'expérience que tu apprends, elle est vraiment incroyable. Mhm. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé que c'est une super belle expérience. C'est ça. Moi, je trouve qu'on travaille très, très fort, comme j'ai dit. Moi, je pense que j'ai eu un week-end que j'ai pas travaillé. Ok, Puis sinon, tous les autres week-ends, je travaillais ou le samedi ou le dimanche. ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faut penser aussi que si on travaille 15 heures par jour ou 18 heures par jour à la place de 7, c'est sûr qu'on apprend le double de qu'est-ce qu'on fait. Donc, à la fin de la journée, tu sais, c'est chacun fait qu'est-ce qu'il veut pour pouvoir arriver où est-ce qu'il veut aussi. À la fin de la Exactement. journée, Mhm. tu es responsable pour ton futur. Donc, si tu veux t'investir, oui, tu investis en travaillant plusieurs, mais en même temps, tu investis en toi. Ok, Parce que tu acquiers des connaissances, tu acquiers de l'expérience. Donc, c'est pas. Moi, je pense au début, moi, je pense qu'il faut travailler dans un cabinet. au début. N'importe quel. Même Oui. si c'est un grand cabinet, moyen cabinet ou petit cabinet, je trouve que c'est nécessaire pour tout juriste pour pouvoir apprendre. C'est quoi travailler en cabinet? C'est quoi un dossier? Comment. Si on veut travailler en compagnie pour le futur, parce que c'est sûr que travailler en compagnie, c'est beaucoup moins.
moins stressant, on va dire. C'est beaucoup un travail beaucoup plus, tu sais, de 9 à 5, beaucoup plus relax, Mhm. travailler en compagnie, excusez-moi. Oui, oui. Non, non. Compagnie, c'est Oui. ça, mais en cabinet, c'est pas la même C'est pas chose. la C'est même pas ça, chose. mais il faut le faire. Je crois qu'il faut le faire. C'est important de le faire. Pas nécessaire d'être en grand cabinet. Mais en cabinet. Oui, je pense en cabinet pour Mhm. avoir cette expérience de travailler en cabinet. En Mais tant si on parle de grand cabinet, de ce que je comprends, vous nous dites que c'est difficile, mais c'est extrêmement formateur. Donc c'est Oui, quelque chose que vous ne regrettez pas, vous le referiez, par non, non, exemple. c'est sûr, je ne Oui. regretterai pas. Ok, On ne c'était. regrette pas, non. C'est très formateur. Moi, j'ai travaillé aussi à l'étranger en grand cabinet. Oui, c'est vrai, Donc, c'est quand j'ai vrai. commencé, j'avais déjà l'idée de qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Donc vous saviez Je à quoi pense que vous c'était pire attendre. à l'étranger que... Qu'au C'était Canada? facile, oui, Oh wow, ok. C'est intéressant comme expérience. oui. Oui, Mais oui. oui, justement, je trouve que c'est important parce que des fois, c'est quelque chose qui peut repousser certains étudiants. Mais souvent, ce que j'aime dire par rapport à ça, c'est que c'est une question d'objectif et c'est une question de ce que vous recherchez. Oui. Simplement, je trouve ça dommage des fois que j'apprécie votre franchise par rapport à ça. C'est un cabinet qui essaye de vendre un certain équilibre qu'il y a là-dedans. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il faut informer les étudiants. Les étudiants doivent savoir dans quoi ils mettent les pieds. Ils doivent savoir que c'est un Mhm. investissement de temps, c'est un Oui, investissement qui est grand, oui, mais c'est un investissement qui peut se refléter plus tard dans oui. leur façon d'aborder le droit, mais également dans leur ténacité et dans la façon dont ils abordent les projets, ils s'organisent, etc. Je trouve que c'est quand même important d'être conscient de ça, de l'investissement que ça prend, mais d'être conscient aussi des résultats que ça peut avoir dans le futur. Donc oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est une très belle expérience et je trouve que c'est important que vous ayez commencé avec cette franchise, d'indiquer que Oui. oui, c'est beaucoup, C'est beaucoup, oui, c'est mais sûr. c'est formateur. Oui. Oui. Mais il faut penser, comme j'ai dit, si on travaille 2 fois plus fort, 2 fois plus d'heures, on va acquérir 2 fois plus de connaissances. Oui, effectivement. Même les athlètes, il y a des athlètes, ils font, à place de faire, disons, 2 ou 3 trainings par jour, ils en font 5. 4, Ils 5, commencent à 3 heures du matin. C'est sûr que toi, tu veux compete avec la personne qui commence à extraire à 3 heures du matin pour s'entraîner. Il il faut faut y travailler plus aller. fort. Oui, Ouais. oui. Moi, je crois vraiment au travail. Il faut travailler fort dans la vie. Il y a pas de shortcut. Il n'y a Exactement. pas de shortcut. Il n'y a pas de façon vite, vite pour arriver à ton but. Sleepless nights are part of the process, Ouais. basically. It's part of the process. Et je sais pas, est-ce que vous suivez un peu le sport? C'est quelque chose que vous aimez au quotidien ou pas? Ce que j'aime dans le quotidien. Oui, je suis le sport. Mes enfants, j'ai des enfants, puis ils sont tous dans des sports. Ils sont jeunes, là, mais ils sont quand même dans des sports compétitifs. Ils sont tous au tennis compétitif. Ok, d'accord, le tennis. Donc, Ah, on c'est suit, ça. on suit beaucoup. J'allais parler du basket, mais Mais on suit le c'est plus basket mon aussi. sport. On suit le basket Est-ce que vous aussi. connaissez Kobe? Kobe Bryant, oui, 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 c'est sûr. justement, c'est un de Oui, ces c'est sûr. travailleurs acharnés qui commence à 3 Ouais, heures du ouais, matin. je sais, c'est Et ça. Je c'est à lui que vous pensiez Et exactement. lui, ma fille, elle a fait comme un exposé l'autre jour, tu sais, Oh, elle a fait wow, une ok. présentation orale, puis c'est qui les top 5 personnes qui l'ont, tu sais, qu'elle, she looks up to, puis c'était Kobe Yes. Bryant, Michael Jordan, Mhm. Novak Djokovic, Dites-moi que LeBron est quelque part là-dedans. qui c'est LeBron Oui. James, oui, le Ouf, je sais pas, quatrième, il est puis c'est déçu. qui, c'est qui le cinquième, j'ai oublié c'est qui le cinquième, mais chaque personne a le cinquième, c'est le joueur de soccer, Cristiano Ronaldo, peut-être? Cristiano Ronaldo. Lui Exactement, un aussi, autre il travailleur travaille très acharné, fort, oui, exactement. exactement, c'est ça, Mais ça se ouais. reflète dans ses performances aussi, Oui, c'est exactement ça, ça oui, fait partie du process. Et c'est important, je trouve juste que c'est, comme mon père dit souvent, c'est important de savoir dans quoi tu t'embarques, oui, avant de t'embarquer dedans, et je trouve que oui. c'est important qu'on en parle. Donc c'est une bonne chose. Nous sommes de retour donc après cette pause, cette légère pause, pour discuter avec Maître Menel de la suite. Donc on a parlé maintenant de votre pratique en grand cabinet, maintenant parlons un peu plus de Menel Légal. Pouvez-vous nous décrire un peu le cabinet, sa vision et son domaine de pratique actuellement? À quoi est-ce que ça ressemble? Oui, la vision, c'est vraiment d'aider les clients. C'est vraiment avant et pour tout de voir au meilleur intérêt du client. Même quand le client n'est pas capable de voir à ses propres meilleurs intérêts. Donc, c'est ça. Ce qui veut dire, des fois, par exemple, je vais vous parler du litige, parce que c'est plus facile. En litige, c'est sûr que euh, les gens, au début, sont très, très... Quand il y a un litige, c'est une partie contre l'autre, sont très fâchés, puis ils veulent pas régler. Mais c'est sûr que dépendamment du litige, dépendamment du dossier, c'est mieux de régler. C'est pas tout le temps mieux de régler, mais en général, même si tu vas gagner dans 4 ans, 5 ans, tu sais, ça va causer du stress. Tu sais, des fois, ça casse des familles. Tu sais, les partenaires, les couples sont plus capables de rester ensemble. Ça brise une famille, des fois, un litige, parce que les gens prennent ça vraiment très, D'accord. oui, très à cœur. Ça dépend de quel type de litige, mais même un litige commercial, ça a un gros impact financier sur la famille, sur les gens. Donc, nous, on essaye de aider les gens vraiment à leur meilleur intérêt, euh,
même si, disons, aux autres, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, je dis, je dis, regarde, tu devrais faire ça. Ou nous, on essaie tu sais, on a des stratégies de pousser de ce côté-là pour avoir on pousse comme ça pour, oui, c'est ça. Comme pour pouvoir, au final, on essaie de régler la majorité des dossiers. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour nous en tant que cabinet d'avocat, non, parce qu'on arrête Le paiement, le paiement. C'est ouais. sûr qu'une fois que le dossier est réglé, that's it. Non, le temps, le billable hours, il arrête. Les heures à souligner, ouais. Oui, mais c'est mieux pour le client. Puis à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut faire différent. C'est qu'à la fin de la journée, c'est vraiment regarder, OK, ce dossier-là, qu'est-ce qui est mieux pour le client? Est-ce que c'est mieux de continuer de se battre ou c'est mieux de régler le dossier? Overall. Puis on fait une stratégie overall de qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut pousser pour pouvoir arriver à notre but. Donc, c'est sûr qu'on essaie aussi beaucoup de focuser sur les résultats. C'est sûr qu'on ne peut pas promettre au client d'avoir un résultat. D'avoir Particulièrement en litige, tu ne peux pas faire de promesses. Mais tu sais, moi, je dis toujours que je fais le maximum. On va faire le maximum pour pouvoir t'aider. Tu as un problème, tu viens nous voir avec un problème. On va faire ce qu'on veut, ce qu'on peut pour régler ton problème. régler la Comment? souligner. Oui, how, what, when, on va trouver la façon. Tu sais, on va think outside the box. Puis nous, on préfère avoir plus de dossiers sur une plus petite période. Comme disons, en place d'avoir, je sais pas, 20, 30 dossiers sur 5 ans, que c'est des gens qui continuent de payer, de payer, de payer, mais d'avoir 200 ou 100 dossiers en un an. Donc, de régler les dossiers plus rapidement, d'avoir plus de dossiers, puis des gens qui sont plus satisfaits. Ok. Parce que c'est sûr qu'en litige, c'est très stressant pour les gens. Moi, je vois ça jour le jour, les gens sont très stressés. Quand ils ont un litige, c'est pas quelque chose qu'ils gèrent bien. Sauf les grosses compagnies. Les grosses compagnies sont plus habituées. Mais même les grosses compagnies, même question financière, des fois, ça vaut plus la peine de juste avoir. Régler. Ouais, exactement. Ouais. Puis aller de l'avant. Donc, notre vision, c'est vraiment de regarder les meilleurs intérêts du client en premier, first and foremost. Et puis, aussi essayer d'obtenir les meilleurs résultats pour nos clients. Donc, vous vous axez plus sur la résolution que sur l'aspect de on veut le plus de billable hours possible, ce qui je trouve est extrêmement Oui, louable et je trouve que c'est une bonne direction à prendre dans le droit parce que on est chanceux aujourd'hui, on a une grande palette de moyens alternatifs qu'on peut utiliser autres que aller en cours pour régler un conflit. oui. Donc, je trouve que c'est important selon les besoins du client de les pousser vers là. Et cette vision que vous avez est vraiment fantastique, autant pour les clients que pour vous parce que je pense, et vous me dites si je me trompe, mais je pense que ça aide aussi à votre réputation. On sait que si quelqu'un vous réfère, on se dit, oh, elle va vraiment régler ton problème. Au lieu de juste te tirer dans le temps, Oui, elle va vraiment essayer de régler ton problème. oui, J'imagine que ça doit aider un peu avec votre relation avec les clients oui, sur le long terme. Donc, oui. ça Puis doit nous, être une très bonne chose. oui, on a beaucoup de repeat business. Donc, c'est Mhm. des clients c'est du bouche à oreille. Oui, C'est vraiment tout du bouche à oreille parce que les clients, ils sont contents. Ils sont contents, ils du sont satisfaits, service. puis oui, ils Vous avez reviennent. une très bonne note Google d'ailleurs, félicitations. Ah oui, merci. Oui, j'ai regardé un petit peu. J'ai vraiment regardé plusieurs choses et OK, vous avez une très bonne super. note et de beaux commentaires. Donc, ça se reflète au final, cette vision. Et justement, lorsque vous avez formé ces sociétés, est-ce que vous avez toujours voulu le faire premièrement? Et deuxièmement, comment ça s'est passé? Quels ont été les challenges que vous avez dû surmonter pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? C'est sûr, beaucoup, beaucoup de challenges. C'est pas facile. Euh, mais premièrement, d'avoir une clientèle assez de clients pour pouvoir s'autosuffire avant de pouvoir même avoir des employés, juste pour pouvoir s'autosuffire. Tu sais, au début, j'avais un client qui était, on va dire, qui était fixe, j'avais comme un mandat fixe pour une période de, je pense, 6 mois ou quelque chose. Je devais lui faire du travail, donc j'avais un minimum, on va dire, pour pouvoir commencer à développer la clientèle. Parce que déjà, au début, c'est pas facile, il faut avoir des clients. Il faut se trouver des clients. Puis au début, on a moins d'expérience. Moi, disons, j'avais quand même au moins 5, 6 ans d'expérience. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu as besoin de. Pour commencer un cabinet, c'est pas facile. Tu dois tout faire, de A à Z. Puis quand tu viens, on va dire, des plus grands cabinets, c'est qu'en grand cabinet, tu fais juste ce que tu fais. Donc, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Toutes À les autres l'extérieur de non, ça. tu sais pas la comptabilité, tu as aucune idée. Tu sais, les adjoints juridiques, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tout le côté facturation, comptabilité, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe quand tu es avocat junior ou stagiaire ou étudiant,
des fois, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe avec le dossier. On a perdu, on a gagné. Tu sais, donc, c'est difficile d'aller d'un grand cabinet où est-ce que tout est vraiment très, tu sais, dans des boîtes, on va dire. Tu fais ta boîte, de aller à faire tout, tout de A à Z. C'est difficile. Quand tu sais même pas c'est quoi faire de A à Z, comme nous, on faisait même pas les bordereaux. Tu sais, les bordereaux, c'est Oh, une wow. notification, Ok, de oui. notification, mais oui, il y a beaucoup de tâches, c'est très bien structuré, qui est excellent en grand cabinet, mais c'est plus difficile d'aller de là puis à ouvrir son propre cabinet. C'est comme McGill. McGill, c'est excellent comme université, mais quand tu vas faire le barreau, c'est pas Difficile. facile pour faire le barreau, il faut plus travailler. Mhm. Donc, c'est ça, c'est un peu la même chose. Ok, parfait. Et justement, en parlant de défis qui vous ont marqué, quelle a été, je dirais, la chose que vous ne saviez pas? Quand vous avez commencé à créer cette société, quel a été ce challenge particulier que vous vous êtes dit, ah, ça, j'aurais peut-être aimé savoir ça avant de commencer? Euh, Moi, je dirais vraiment la gestion des employés. Ok. Ouais. Une fois que tu deviens assez grand pour avoir des employés, c'est beaucoup, c'est un travail en soi. C'est juste gérer les employés. Tu sais, il faut. Puis c'est encore en même temps, c'est de l'autre côté de la médaille, qu'est-ce qui est le plus important dans une compagnie? Oui, C'est les c'est les employés. employés. Ouais. D'avoir des bons employés, de garder les employés à long terme, tu sais, d'avoir des gens qui sont vraiment dédiés, qui veulent aussi, tu sais, qui ont le même vouloir, qui ont la même volonté, qui veulent vraiment aider les autres aussi, pas juste faire leur travail puis sortir. Et qui ont cette vision de pousser l'entreprise plus loin, j'imagine? Mhm. Mais donc, ce volet-là, j'avais pas. C'était pas préparé à ça. Non, non, je savais pas que ça allait. Ouais, Ça allait être un problème. Mais c'est ouais, bien. puis trouver un bureau, il y a plein de défis. Trouver un bureau, garder le bureau, tu sais, les meubles, il y a beaucoup de défis pour commencer son cabinet. Mais si c'était à refaire, est-ce que vous referiez quand même, est-ce que vous retenteriez, est-ce que vous allez, excusez-moi, je vais reformuler. Si vous deviez retourner dans le passé, est-ce que créer Menel les gars, ce serait quelque chose que vous feriez une fois de plus, ou est-ce que vous aimeriez être plus préparé, ou est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez de votre parcours juste pour arriver à créer ce cabinet? Que je changeais dans le parcours? Non, je pense que je referais. Je referais parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, puis je trouve que c'est bien. Je suis vraiment dans une place où est-ce que je suis confortable, où est-ce que j'aime ce que je fais. Puis je veux toujours pousser pour aller plus loin, mais j'aime aussi apprendre tu sais, aux autres personnes avec qui je travaille, de leur donner mes valeurs aussi. Puis oui, non, c'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais je suis contente de l'avoir faite. Puis j'ai appris beaucoup dans le processus. Donc, j'ai grandi beaucoup dans le processus. Mhm, c'est très formateur, j'imagine. Oui. Tellement de défis tous les jours. Et même aujourd'hui, je suis sûr que vous en apprenez un peu plus chaque jour. Donc, je comprends parfaitement. Et puis, c'est une très, très belle organisation. C'est un beau projet. Et aussi, justement, ben, pour finir un peu sur le ownership, j'aimerais savoir quels sont les avantages que vous tirez du fait d'être propriétaire de votre cabinet? Quels sont les avantages et quels sont les désavantages, par exemple? Mais c'est sûr que les avantages, c'est d'avoir plus de contrôle. Tu sais, on a plus de contrôle sur tout, parce que c'est toi qui es en charge. Mais ça vient avec beaucoup de responsabilités. Donc oui, tu es en contrôle, tu as plus de contrôle, mais en même temps, il faut que tu gères tout. Il faut que tu t'assures que même si tu as quelqu'un qui fait la comptabilité, il faut que tu t'assures que la personne, elle fait correctement. Même si tu as quelqu'un à la réception, il faut toujours, avec tout le monde, il faut toujours s'assurer que tout est fait correctement. À la fin de la journée, n'importe quoi qui se passe, c'est toi qui es responsable pour tout. You know? Fait que everything falls back to you. You know? C'est sûr que peut-être moi, mon plan, c'est de grandir plus. Peut-être que quand on va grandir encore plus et plus et plus, là, il va y avoir vraiment comme des head of. Mais pour le moment, c'est pas encore rendu là, mais c'est beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup. Puis si jamais quelqu'un ne fait pas son travail correctement ou c'est toi qui dois fill in the gap. You know? Si tu as un dossier à préparer pour la cour et puis la personne qui est supposée préparer le dossier n'a pas fait le cahier de pièces, par exemple. Elle est partie, elle est tombée malade, elle a pris une journée de congé. Qu'est-ce que tu fais? Mais Gotta fill in the gap. Gotta stay liquid. de tout le monde. Donc c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est gratifiant en même temps. Donc c'est dans tout dans la vie, je pense qu'il y a toujours les deux côtés de la chose, you know? Ouais. Et justement, parlons de ça un peu. Lorsqu'on arrive
dans être le boss. A lot of people want to be the boss, but not everybody has the shoulder for it, or like they don't have the basis they need. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les qualités qu'on devrait rechercher et essayer de développer avant de se lancer tout seul? Mais numéro un, c'est l'expérience, puis travail fort. Tu sais, il faut avoir de l'expérience. Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de façon magique dans la vie, il n'y en a pas. Il faut vraiment grind. C'est vraiment, il faut travailler fort. Vraiment, travailler fort, c'est vraiment la seule solution. Il faut put in the time. Tu sais, il faut mettre le temps, puis acquérir l'expérience. Acquérir l'expérience, les connaissances. C'est ça qui a la plus de valeur en pratique. Quand tu fais un dossier, même si tu l'as lu en théorie 100 fois, quand tu n'as jamais fait en pratique, c'est pas la même chose. Quand tu sors tu as fini tes études, puis tu commences à travailler, c'est complètement rien à voir un avec l'autre. C'est sûr qu'au début, ce que tu peux, c'est sûr que les notions que tu as étudiées sont super utiles, puis tu en as besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail que tu fais, l'expérience, il n'y a pas de façon de l'échanger. Il faut faire le processus pour avoir l'expérience. Ouais. Because at the end of the day, on est des professionnels, on est des praticiens et c'est l'expérience du terrain qui nous confère le nécessaire pour qu'on applique ce qu'on a appris à l'école. Parce qu'on a appris à l'école, c'est la théorie, mais au final, pour se servir de ça, il faut avoir cette expérience, il faut avoir cette vision, il faut avoir ce grind pour aller plus loin. Donc, effectivement, c'est très important. Bon, nous arrivons, notre interview se tire vers la fin, alors je vous propose de terminer avec une question relativement simple, un peu plus sociétale. Euh, Qu'est-ce que vous avez, quand vous avez fait votre barreau et vous avez gradué, à quoi ressemblait le monde du droit et aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez qui est différent? Quelles sont les différences que vous observez là-dedans? Le monde du droit. Ben d'abord, tout d'abord, qui me vient vraiment vite à l'esprit, c'est le travail, télétravail. Oui. C'est sûr que, tu sais, post-COVID, il y a beaucoup plus de télétravail. Euh, Moi, j'ai vu, disons, de l'autre côté, c'est pas toujours, c'est pas toujours idéal comme situation parce que surtout les jeunes, quand on commence, je trouve que c'est bon d'être en présence de quelqu'un qui va vraiment suivre le travail qui va être fait pour s'assurer que tout est fait correctement, qu'il n'y a pas d'erreur ou le moins d'erreurs possible. Donc, je trouve qu'au début, dans la pratique, les premières années, c'est mieux d'être sur le plancher, d'être vraiment physiquement présent. Parce qu'on peut, premièrement, parler à ses confrères, ses collègues, pour avoir des idées. Je trouve, moi, pour moi, ça, c'est une des choses que j'ai trouvé que c'est pas nécessairement bon pour les plus jeunes qui ont moins d'expérience. Ok. Donc ça c'est la différence principale. Oui. Et pour finir, avez-vous un mot de la fin pour nos étudiants? Si vous deviez retourner sur les bancs de l'école aujourd'hui, quel conseil important vous donneriez à vous-même pour la suite? Quel conseil? Comme j'ai dit, travailler fort. Travailler fort. Et puis, ben, se sentir bien, tu sais, bien paraître, bien se sentir. Donc, prendre soin de soi. À la fin de la journée, pour moi, par exemple, l'exercice, c'est vraiment important. C'est mon outlet. Tu sais, je travaille fort, il y a du stress. Le travail en droit, il est stressant. You know? Il est des fois plus stressant, des fois moins stressant. Mais il faut que chaque personne, il faut que tu puisses euh, le sortir, le stress, d'une façon ou d'une autre. Oui, comme pour moi, c'est le sport, c'est faire de l'exercice. C'est vraiment important. Donc, vraiment prendre soin de soi. Pas de rentrer dans un coin. De vraiment s'habiller bien, avoir l'air bien, se sentir bien dans sa peau, faire ce qu'on a besoin de faire pour se sentir bien dans sa peau, ça c'est une chose. Puis comme je dis, travailler fort, c'est une autre chose. Euh, mais oui, c'est ça, les conseils, bien d'avoir les conseils, ça c'est les conseils comme que je trouve, suivre son instinct aussi. Suivre son instinct. On a toujours la petite voix. On le sait à la fin de la journée. Tout dans la vie, on le sait. On le sait, c'est juste qu'on ne veut pas se l'avouer. Il y a toujours cette petite voix à l'intérieur des fois, on néglige, on ne veut pas écouter. Mais il faut vraiment l'écouter. Il faut vraiment suivre le chemin qu'on sent à l'intérieur de soi. C'est un peu philosophique, mais moi, c'est ça, oui. Je trouve que c'est vraiment, chaque personne sait son chemin. Il faut juste qu'elle s'écoute. On a nous-mêmes les réponses à toutes nos questions. Il faut juste se faire confiance et s'écouter. Et aller plus loin. Ouais. Ça, c'est côté Merci. personnel. Voilà, mais merci beaucoup, Maître Mellet. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci pour votre franchise, pour l'inspiration, pour les conseils. Et j'espère que les gens à la maison ont apprécié tout ce que vous aviez à dire aujourd'hui parce que l'interview était riche. L'interview était importante. L'interview était
enrichissante et nous a poussé plus loin dans notre réflexion et dans notre façon de voir les choses. Donc, merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Tiens à remercier aussi mon producteur Antoine qui a été là tout le long, gestion du son. Merci au CDA qui sponsorise cet épisode, dont je suis le président. Et merci encore une fois à vous d'avoir été là, car sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, également sur YouTube et sur Facebook pour rester à l'affût de nos toutes dernières releases, de nos toutes prochaines aventures. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Allez plus loin, travaillez fort, comme a dit Maître Menet. Et puis, au plaisir. Merci d'avoir été présent. À plus. Bye bye.